Ah ben l'attaquant, c'est toujours le jour. On en demande dans tous les clubs. Il n'y a pas un mercato où on ne demande pas un neuf dans une équipe. Et c'est toujours le jour le mieux payé. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Panache. Aujourd'hui, on va parler football, argent, transfert, mercato et surtout du métier d'agent de joueur avec mon invité, Ricardo Fernandez. Il est liégeois, agent reconnu par la FIFA et il nous expliquera pourquoi c'est important. Et il va nous en dire plus sur son métier, son parcours, les bons et les moins bons côtés du métier, sans oublier de parler de ces fameuses commissions. Bonjour Ricardo. Bonjour David. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, je rappelle brièvement le principe du podcast Panache, le podcast de l'Avenir Verviers Sport. C'est un entretien, celui que vous êtes en train d'écouter en ce moment. Et puis, en fin d'interview, on coupera les micros pour poursuivre la discussion. Et cette deuxième partie sera, elle, à retrouver exclusivement dans les colonnes de l'Avenir, le journal, le site web www.l'avenir.net. Ce numéro et les précédents épisodes du podcast avec Moussa Diallo, Maxime Degey, François Dérivemont et Marine Simonis sont disponibles sur toutes les plateformes, Spotify, YouTube, Deezer et évidemment sur l'avenir.net. Voilà, après avoir parlé football, course à pied, politique et plongée en apnée, on en revient au football et à ce fameux métier d'agent de joueur. Alors pour lancer ce podcast, pour ceux qui ne te connaissent pas, on va se tutoyer, pour ceux qui ne te connaissent pas, Ricardo Fernandez, agent de joueur, il peut se présenter Oui, je vais me présenter brièvement. J'ai 60 ans. J'ai deux métiers parce que je travaille toujours dans une école en tant qu'éducateur, l'Athénée Royal de Visé. Donc, où on a, entre parenthèses, une équipe éducative formidable et qui me permet de faire mon métier parce qu'on adapte mes horaires. Ça, c'est une chose. Et alors, j'ai commencé le métier d'agent il y a environ 8 ans. Un peu par hasard, une société luxembourgeoise dont le patron me connaissait. Il savait que j'étais proche des jeunes. J'avais un diplôme d'entraîneur pour les jeunes. Et voilà. Et alors, ça fait un peu, là, je vais dire... c'est une suite de logique pour moi d'être éducateur spécialisé, donc m'occuper des jeunes, des ados toute la journée. Donc je suis un peu rentré dedans par hasard, et puis ça m'a bien plu, et puis j'ai continué. Donc j'ai fait mon parcours un peu en solo après. Est-ce que tu peux nous expliquer, nous rappeler comment on devient agent de joueur ? Donc toi, tu es d'abord approché, tu es d'abord intégré à une agence, je pense, oui, tout à fait. Avant de devenir toi-même agent reconnu par la FIFA. Mais c'est quoi le parcours pour y arriver ? Depuis 2 ans, tout a changé. Avant, l'Union belge, on payait une certaine somme et on recevait la licence par l'Union belge. Maintenant, il faut absolument faire un examen. En Belgique, c'est dans l'auditoire, c'est derrière l'hôpital Erasme. Et on est tous présents. Et alors là, on a un examen en ligne, il y avait 20 questions. Il faut en réussir 15. Et à partir de ce moment-là, on devient licencié. On a une licence, un QR code qui prouve qu'on est agent licencié par la FIFA. 600 pages quand même à avaler, pas évident. C'est quel genre de profil habituellement les agents de joueurs ? On a parfois des gens qui sont dans le milieu, on a des avocats dans le milieu. Il y a des avocats. Moi, le premier examen auquel j'ai assisté, il y avait par exemple le père Courtois qui était là. Il y avait pas mal d'agents qui étaient avocats mais qui n'avaient pas encore leur licence. C'était un peu monsieur tout le monde finalement qui essaye parce que tout le monde est passionné par le foot. Et le métier d'agent, moi je vois même dans mes élèves, ça fait rêver quoi. Alors que franchement, il n'y en a quand même pas beaucoup qui peuvent vivre de ce métier-là, en Belgique en tout cas. Et c'est un métier très très difficile, très très difficile. Sur le site de la Fédération belge de football, l'agent de joueur est décrit comme un agent qui occupe une fonction rémunérée, occasionnelle ou permanente, dont le but est de mettre en contact joueurs, entraîneurs et clubs afin de mener à bien la conclusion de contrats rémunérés et de transfert des joueurs. Tu résumerais ça comme ça ou tu pourrais peut-être nous en dire un peu plus sur ce que c'est ce métier d'agent ? Oui, donc non, moi je crois que c'est beaucoup plus que ça. Tous les week-ends, on est sur la route. Moi j'ai connu l'équipe réserve de Penn qui jouait tous les lundis soirs. Il fallait aller à Beveren, à Lokeren. On revenait à 1h du matin. Tu veux dire qu'il y a un suivi ? C'est pas juste être agent et signer un papier, c'est vraiment les suivre ces joueurs-là. Pour moi, en tout cas, ma façon de travailler, il faut que je suive mes joueurs. Évidemment, il y a des agents qui sont plutôt plus des placeurs et des financiers. Ils vont jamais au match, ils vont jamais nulle part, ils font les deals. Donc il y a plusieurs, on peut avoir une classification, il y a plusieurs genres d'agents. Voilà, on va dire ça comme ça. Puis il y a des grosses boîtes aussi, qui eux ont plein de joueurs, ont plein de personnel pour les aider, etc.
Moi, maintenant, je travaille avec une boîte belge assez importante. On se répartit le travail. Oui, bien sûr, c'est Quadrance. Le boss, c'est Günther Thibaut, ancien joueur de foot. Lui, il fait ça depuis à peu près une grosse quinzaine d'années. Et vous avez quelques joueurs, pour nos auditeurs, quand même connus. Hein. On a Matritz, notamment, dans l'Arlect. On a Fouquet. On a un joueur... Angie Wright qui est à Coventry, ça c'est les joueurs les plus importants de l'agence. Maintenant on a beaucoup de jeunes internationaux, beaucoup, moi-même j'en ai quelques-uns. Donc voilà. Et donc tu expliquais que ce métier c'est plus que de placer des joueurs dans des clubs, il y a quoi, un accompagnement, un travail psychologique, un conseil? Un gros accompagnement. Moi surtout je travaille surtout en plus les jeunes, parce que bon au départ il fallait bien que je commence par quelque part, on ne me connaissait pas, j'allais pas les frapper à la porte de joueurs de DA confirmés, parce que bon là je n'avais aucune chance. Donc il a fallu que je commence avec des jeunes. Et alors oui, on s'occupe de tout, quoi. On peut s'occuper du médical quand le joueur a des blessures, ça ne va pas. On sait chez qui l'envoyer, etc. On peut l'envoyer chez un psychologue du sport. Moi, je m'occupe aussi des fois quand il y a des problèmes à l'école. Je peux m'occuper aussi quand ils ont des appartements en location par le club. C'est moi aussi, je suis toujours le premier prévenu par le club. Et moi aussi, j'ai une relation très particulière avec lesquels je travaille pour mes joueurs. Je veux être au courant de tout. Parce que si le joueur fait quelque chose qu'il ne doit pas, s'il y a des choses à améliorer, évidemment, il faut qu'on travaille ensemble, club, agent, joueur. Sinon, ça ne va pas. Si on ne sait pas ce que le joueur fait, s'il a un bon comportement, s'il s'entraîne bien, etc. Pour moi, ça, c'est super important pour la progression du jeune. Donc, c'est un gros travail. Bon, alors quand le joueur est confirmé, il veut investir dans l'immobilier, on lui donne des conseils, on a des contacts. Ça, je l'ai fait pour un joueur aussi. Quand le joueur fait des bêtises, un accident de la route ou des choses, bon... On est les premiers avertis aussi. Il sort un peu trop tard et qu'il arrive en retard à l'entraînement le lendemain. Par exemple, ou alors je vois mon joueur, on prévient que mon joueur ne sera pas sur la feuille. Pourquoi ? Il est arrivé 30 secondes en retard à l'entraînement et le joueur n'est pas sur la feuille. Ça, je veux le savoir aussi, parce que le joueur est professionnel. Maintenant, la tâche essentielle, c'est quand même de trouver un club dans lequel le joueur va se sentir bien. Comment on a un coup d'avance quand le joueur commence à exprimer des envies de départ? Ça veut dire quoi? Que l'agent a déjà travaillé au préalable et qu'il a déjà une idée derrière la tête constamment? On doit toujours avoir un plan B. Ça, moi, j'essaye toujours d'avoir un plan B pour mes joueurs. Maintenant, n'oublions pas que les joueurs, il faut qu'ils fassent des performances. Tous les clubs ont des applications professionnelles que nous avons aussi. Le joueur, il est analysé de fond en comble lorsqu'il met un pied dans le foot professionnel, je précise, DA, DAB. Le joueur est sur toutes les plateformes. Les clubs peuvent analyser les joueurs pour voir tous ces matchs, ces vidéos, tous ces ballons. Donc, s'il monte la tête, offensivement, défensivement, il est analysé. Les fameuses data qui sont de plus en plus importantes. Donc, il y a des clubs aussi qui travaillent avec leurs propres algorithmes. Moi, j'en connais deux. L'Union Saint-Gilloise et en Espagne, il y a Castellón. Leur point commun, c'est qu'ils ont deux propriétaires qui ont fait, ont fait fortune dans les jeux de hasard. Et là... c'est leur algorithme qui compte, il n'y a rien d'autre. Algorithme, plus évidemment, je suppose, des analyses vidéo, mais surtout les algorithmes. Donc, moi, une des premières choses que je dis aux joueurs lorsque je les contacte et que j'ai une réunion avec eux, c'est « je ne suis pas un magicien ». Si le joueur n'est pas bon, ne fait pas ce qu'il doit, il n'a pas de performance, il ne performe pas, moi, je ne sais rien faire, moi ni personne. Parce que quand on analyse la situation, de grands agents, dans leur liste de joueurs, ils ont des joueurs qui n'ont pas de club. Pourquoi ? Alors que c'est des très grands agents, ils ont tous les contacts, ils ont du pouvoir, parce que si les joueurs ils ne performent pas, c'est très compliqué. Justement, on enregistre ici à la mi-mars, et chez vous, il y a quelqu'un avec un très très beau CV qui, pour le moment, si je ne dis pas de bêtises, n'a pas de club, Jason Denayer. Oui. Comment est-ce qu'on gère ce genre de situation où moi, je ne vais pas m'avancer, parce que ce n'est pas moi qui le gère. Mais d'une manière générale, j'entends, quand on a quelqu'un qui est sans club comme ça... Oui, mais il faut voir pourquoi il est sans club aussi. Il faut voir aussi les prétentions du joueur, prétentions financières. Moi, Jason, je ne le connais pas personnellement, mais je sais qu'il y a beaucoup de clubs intéressés par lui. Évidemment, avec des grands pareil, clubs. Mais bon, voilà. Maintenant, peut-être que les clubs ne rencontrent pas les besoins que le joueur a. Il y a ça aussi. Mais pour un joueur peut-être un joueur moins connu qui vit cette situation de se retrouver sans club, quel est le rôle de l'agent à ce moment-là? Chercher un autre club évidemment, mais tout le travail psychologique de remise en confiance, etc., ça doit être aussi un gros boulot. Mais c'est extrêmement compliqué aussi parce qu'il faut aussi voir pourquoi le joueur n'a pas de club.
il faut voir aussi avec ses performances, il faut être honnête avec les joueurs, transparent. Pour moi, une des plus grandes maladies des joueurs de foot, c'est qu'ils se croient bien meilleurs que ce qu'ils ne sont. Pas tous, je précise. Il y en a qui savent très bien s'analyser, ils n'ont pas fait une bonne saison, ils le savent, ils savent que ça va être plus compliqué. Mais à côté de ça, il y a des joueurs, il faudrait qu'ils regardent un peu leurs vidéos de match après chaque week-end et qu'ils voient un peu ce qu'ils font sur le terrain. Donc, je le répète, on n'est pas des magiciens. Il y a aussi, moi j'ai vécu un cas, je ne citerai pas évidemment le nom ni du joueur ni son agent. Le joueur très connu, au mois de septembre, il était au chômage. Son agent m'a contacté et j'ai vraiment eu beaucoup de chance parce que d'habitude, c'est pas habituel. En 2 jours, je lui ai trouvé un club en D2 espagnol. Et la première chose que l'agent m'a dit, oui, mais on ne gagnera pas assez. Et son agent a préféré le laisser au chômage jusqu'à février. Plutôt que d'avoir un club. Voilà, ce que je trouve inacceptable. Enfin, pour moi, c'est pas normal. C'est comme la carrière du joueur, il vit de ça, il a des enfants à nourrir, il est resté au chômage jusqu'au mois de février. Mais là, c'est quoi alors dans cet exemple-là, c'est la décision de l'agent qui estime qu'il n'y a pas assez d'argent ou c'est le joueur qui se dit... Pour moi, c'est l'agent qui n'est pas honnête, qui fait pas bien son travail et qui ne pense qu'au fric, quoi. Donc, tu ne penses qu'au fric, tu ne penses pas à ton joueur. Et le choix de l'agent est un choix très compliqué. Et qu'est-ce qui fait la différence entre un agent et un autre? Comment est-ce qu'on se distingue des autres agents quand on est soi-même dans le métier? Plusieurs choses. Il y a la réputation de l'agence, il y a des gens avec qui on parle, il y a aussi la confiance. Il faut à un moment donné que les gens se rendent compte que si tu gères des joueurs et que tous les joueurs sont contents, c'est que tu fais bien ton boulot. Il y a la confiance, il y a aussi la liste Transfermarkt, la fameuse liste où on voit qu'il y a des agents qui n'ont que des vedettes, qui n'ont que des grands joueurs. C'est pas un gage de réussite puisque on récupère, maintenant moi je vais récupérer au Standard, un joueur qui travaillait avec un très très grand agent étranger, mais qui ne venait jamais le voir. Il y avait pas de suivi, il n'y avait rien. Donc pour finir, le joueur se trouve un peu perdu, les parents aussi. Donc moi, si j'ai un bon conseil à donner à des joueurs en Belgique, jeunes joueurs ou jeunes très prometteurs, prenez dans un premier temps un agent belge qui pourra vous suivre s'il est sérieux, etc. Parce que j'ai travaillé aussi pour une grosse boîte étrangère, donc je travaillais pour la Luxembourg, j'ai travaillé pour Idoup. Idoup, on a des superstars, on a de tout. Mais voilà, Idoup s'occupe beaucoup de ses joueurs en Espagne, ce qui est logique. C'est la boîte de Xabi Alonso, très grosse boîte. Et voilà, eux, ils travaillent leur marché qui est surtout au Pays Basque, où ils ont peut-être un tiers des joueurs de la Société de Bilbao. Donc c'est très bien d'être sur une liste de grosses boîtes, mais pour moi, c'est pas ça qu'il faut. C'est avoir une vraie confiance avec ton agent, c'est que ton agent ait un vrai réseau, c'est que tu vois qu'il y a des choses qui bougent, parce que nous, on parle toute l'année avec des clubs, même quand il n'y a pas de mercato, on ne fait que ça. Parler avec des clubs qui suivent nos joueurs, qu'on ait de l'intérêt. Donc voilà, et alors évidemment on s'est envoyé des captures d'écran, des mails qu'on a envoyés, des photos avec des contacts. Moi, dès que j'ai mes congés scolaires, je voyage, je vais dans des clubs, je vais partout. Et puis ce qu'il y a aussi qui est intéressant, c'est que lorsque tu commences à avoir de jeunes intéressants qui sortent, alors les clubs te contactent. Parce qu'il y a une confiance qui s'installe. Et on se dit, tiens, cet agent a eu... Il a quand même 3-4 jeunes internationaux, ouais. Il travaille bien, on nous a dit du bien de lui. Ça, c'est important aussi. Il y a des agents dans le milieu qui sont considérés comme des fous. Et alors qu'ils ont plein de joueurs, parce que les négociations se passent toujours mal avec les clubs. Moi, je dis toujours, je ne travaille pas pour un club, mais il faut que les relations soient bonnes. Et il faut être sérieux, quoi. En introduction, j'ai bien expliqué que tu disposais donc d'une licence FIFA. À quel point c'est important? Parce qu'on sait que agent de joueur, c'est un métier où certaines personnes font croire qu'elles sont agents de joueur, mais en fait pas du tout. Ça fait aussi partie des dangers d'ailleurs. Donc c'est important ce statut, cette reconnaissance officielle. Pour moi, c'est très important. D'abord, on a une légitimité. D'abord, on a une licence parce qu'on a comme je le disais tout à l'heure, étudier 600 pages, donc on a des connaissances. Et en plus, il y a énormément d'imposteurs qui n'ont pas leur licence. Dernièrement, un joueur me disait que lui, il a raté un deal parce que son agent n'avait pas la licence, mais il ne le savait pas. Et donc il travaille avec quelqu'un en confiance. Et puis moi j'ai déjà dû intervenir dans des deals de clubs de D1 parce que l'agent n'avait pas la licence. Donc le club me proposait comme agent intermédiaire et on utilisait ma licence. Donc ça, c'est très important parce que ce n'est pas un vulgaire document, c'est aussi un gage quand même. D'abord, il faut savoir que dans la nouvelle loi FIFA, il n'y a que les agents licenciés qui peuvent discuter avec le club. Pas
une grosse agence où il y a un licencié et les autres n'ont pas, on ne peut pas. Maintenant, évidemment, il faudrait intenter des procès à tout le monde, et donc on ne le fait pas. Et alors les clubs, quand le joueur a moins de 18 ans, ils ferment les yeux, ce que je ne trouve pas normal, parce qu'on peut faire des dégâts. Quand on réussit l'examen pour la licence FIFA adulte, on a la possibilité à ce moment-là de faire un examen en ligne pour avoir la licence FIFA pour les mineurs, ce qui est très important pour moi. Protection des mineurs, etc. On étudie. Il y a des agents qui n'ont pas cette licence mineure, qui signent des contrats avec des mineurs. Pour moi, c'est intolérable. Justement, tu en parles, ces 600 pages, on y trouve quoi? J'imagine qu'il y a du droit, il y a de l'économie. Oui, il y a tous les statuts de la FIFA, les statuts du joueur, les statuts de l'agent, il y a tout le système de transfert, c'est quand même un peu complexe. Il y a un chapitre sur les mineurs, avec ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Oui, il y a énormément de choses, quoi. Quels sont un peu les dangers, je dirais, voilà, pour les jeunes ou les moins jeunes, mais tu viens d'en parler, l'agent qui en fait n'est pas du tout un agent, tomber sur le mauvais agent, ça peut ruiner une carrière en fait. Moi je pense que oui. Avec mes collègues de chez Quadras, ok, on fait des deals, mais on construit des carrières. Une carrière, ça se construit. Ça ne se fait pas comme ça, tu vas pas là, tu fais pas n'importe quoi. Moi, je m'engage avec un ado. C'est un engagement, c'est un geste très important pour moi. C'est comme dans une école avec une réussite au niveau scolaire, c'est pareil. L'enfant, le jeune, il vit, il a des rêves, donc il ne faut pas lui raconter n'importe quoi. Si tu prends trop de joueurs, tu sais qu'il y en a beaucoup qui ne réussiront pas. Et quand tu as un joueur qui ne réussit pas, c'est compliqué après. Donc à un moment donné, il faut essayer vraiment de bien les choisir. Et mon filtre est devenu, je vais dire, beaucoup plus affiné d'année en année. Parce que maintenant, je travaille avec des jeunes internationaux, je travaille avec des joueurs professionnels, et il faut vraiment faire attention à ce qu'on fait. Moi, c'est ce qu'on essaie en tout cas de faire chez Quadras. Ça, c'est donc au niveau des dangers pour les joueurs. Ouais. Sans parler de danger, mais quelle est un peu la relation entre les agents? Vu de l'extérieur, on a vraiment l'impression que l'expression est facile, mais que c'est vraiment un monde de requins, et que entre vous, entre agents, ça doit être très compliqué parce qu'il y a cette envie parfois ou cette crainte de se faire voler un joueur. Tout à fait. Est-ce que ce climat, tu le ressens comme ça aussi, toi qui le vis de l'intérieur? Moi, je le ressens comme ça. Maintenant, moi, je dis toujours, j'ai une chance, c'est que j'ai un autre boulot sur le côté qui me fait gagner ma vie. Si je perds un joueur, si j'en perds deux, j'en perds trois, j'en ai perdu au niveau émotionnel, ça a été pour moi très très douloureux parce qu'il y avait des années qu'on travaillait ensemble, etc. On ne le citera pas. Non, bien sûr que non, mais voilà. Mais maintenant, oui, évidemment, il y a des agents qui ont lancé cette mode de piquer les joueurs aux autres depuis, je vais dire, une bonne dizaine d'années. Moi, j'ai déjà discuté avec des anciens agents, des gens qui ont commencé leur métier à 30 ans. Ils ont arrêté à cause de ça. Parce que les joueurs n'ont plus de parole. Pas tous, mais beaucoup n'ont plus de parole. Et ils te laissent tomber pour un oui ou pour un non. Moi, j'ai des collègues en pleine négociation de contrat dans un club. Le jour les quittait. Tu bosses comme un malade, tu fais tout, tu arrives au bout, et le gars, il te quitte sans raison. J'ai envie de connaître autre chose. Et en Belgique, le contrat le permet. J'allais dire, à quel point vous êtes protégé pour éviter ce genre de... On n'est pas protégé. Maintenant, je vais lancer un scoop parce qu'apparemment, il y a des agents qui ne le savent pas. Il y en a eu d'ailleurs qui l'a appris, mais via avocat. C'est qu'en Wallonie, quand le joueur joue en Wallonie, on peut demander un contrat d'exclusivité. Ce qu'on ne peut pas faire en Flandre ni en région bruxelloise. Ça doit être difficile d'être dans un milieu comme aussi concurrentiel dans lequel on doit se méfier de tout le monde. C'est très difficile. Dimanche dernier, j'ai vu le scout d'une équipe de Liga à Louvain pendant 2h30 et il me disait, mais je le savais parce que je l'avais déjà lu dans la presse, maintenant il y a des grosses boîtes américaines qui commencent à acheter d'énormes boîtes espagnoles d'agents où là ils ont des acteurs, des chanteurs, etc. Et ils viennent et ils proposent des maisons aux parents, des voitures. Toi, comment veux-tu les concurrencer? Tu ne saurais pas. Et moi, je peux comprendre que quand on propose une maison à un joueur, qui parte avec l'autre, je le comprends tout à fait. Donc le boulot que tu fais depuis 3, 4, 5 ans, il tombe à l'eau. Il faut savoir qu'avant 18 ans, l'agent touche 0 centime sur le joueur, même si le joueur a un contrat professionnel depuis l'âge de 15 ans. Ce qui est l'âge minimum en Belgique. Je trouve ça scandaleux. Parce qu'on négocie son contrat à 15 ans, il gagne sa vie, et des fois il gagne très très bien sa vie, parce que j'en ai qui sont dans ce cas-là, et l'agent, jusqu'à 18 ans, il ne touche rien.
Ça veut dire qu'on Ni à travaille. la signature, ni... Rien du tout, absolument 0 €. Donc pendant 3 ans, on travaille gratuitement. Quand le joueur est honnête et que son entourage est bon, ça va. Mais quand il te quitte à 18 ans, moi ça m'est jamais arrivé, mais bon, ça peut arriver. Tu fais quoi? Tu as travaillé pendant 3 ans pour rien. C'est pour ça que je trouve que la FIFA devrait mettre en place un genre de droit de formation pour les agents. Donc là, je lance un appel, parce que bon, ça ne va pas, quoi. Quand un type joue à Lille à 18 ans, qu'il explose, que le Real Madrid le veut, et qu'il signe à Liverpool, et que peut-être qu'un mois avant, et ça c'est un cas précis, il part avec un des plus gros agents du monde, les agents qui l'ont travaillé pendant des années, ils ne récoltent rien. C'est pas normal. Tu es venu sur le sujet, donc ça me fait une transition assez facile. Il y a beaucoup de fantasmes, il y a beaucoup d'imagination, il y a beaucoup de choses qui se disent autour du métier d'agent. Mais finalement, vous gagnez votre vie comment et dans quelle proportion, par rapport à un transfert, par rapport à un salaire de joueur? On entend tellement de choses. Donc, par exemple, je crois que c'est en première ligue, rien qu'en commission, sur l'année 2023, il y a plus de 100 millions de livres sterling, donc un peu plus de 110 millions d'euros, qui ont été versés juste en commission. Donc aujourd'hui, un agent en Belgique, il prend quoi? Quel pourcentage sur un transfert, par exemple? Voilà, donc mes élèves à l'Athénée de Visé me demandent souvent, parce qu'ils me voient dans les réseaux sociaux, ils voient que mais vous travaillez toujours, comment est-ce possible? Mais je dis, tu sais, des George Mendes et des Raiola et compagnie... les agents de Cristiano Ronaldo, il n'y en a pas des masses. Il n'y en a pas des masses, ça c'est la première des choses. Alors c'est très transparent. En général, c'est une moyenne de 10% sur le salaire brut du joueur. Maintenant, il faut savoir que sur le salaire brut 10%, nous c'est du brut aussi. On a souvent un avocat du sport à payer, on a un expert comptable à payer, on a une bagnole, on a des choses. Moi j'ai travaillé durant mes premières années, j'ai dû aller dans mes réserves financières parce que ça ne rapportait rien du tout. Voilà, maintenant je commence depuis 3 ans à bien gagner ma vie, je ne me plais pas, mais on va dire que c'est 10% généralement sur le salaire du joueur. Maintenant, des fois, on peut rajouter sur les bonus du joueur. Il y a la signature, sur les indemnités de transfert, c'est 10% aussi? Si c'est négocié au préalable. Si c'est pas on négocié, peut, en tant qu'agent, passer complètement à côté d'une commission sur un transfert. On est d'accord, ça peut être 0%. Maintenant, quand on travaille avec des clubs et que on a une relation, on essaye toujours de trouver un bon arrangement, mais c'est toujours préférable de le négocier avant. Comme ça, c'est sur papier. S'il part, on sait qu'on va toucher un pourcentage sur le salaire. Mais ce n'est pas d'office, ce n'est pas automatiquement 10%. Et d'où vient alors cette espèce de fantasme, et tu viens d'en parler avec tes élèves, c'est cette espèce de croyance populaire que finalement les agents sont tous riches, ou en tout cas vont bientôt signer le gros coup. J'imagine que c'est l'objectif en tant qu'agent de sortir le prochain Messi. Honnêtement, moi à la base, pas du tout. Okay. Pas du tout. Moi, c'était l'aventure humaine, c'est de prendre des gamins. Quand tu prends un gamin qui a 15 ans, par exemple, en Amadou Keïta, je le connais depuis qu'il a 16 ans, et qui a 22 ans, qui joue à la SEPN, il joue en DEA, oui, qui joue à la SEPN, et qui à 22 ans joue en DEA, ben c'est magnifique, parce que le gamin, il a un parcours incroyable, avec des malheurs, des bonheurs, etc. Et quand tu vois ça, moi, je trouve que humainement, c'est exceptionnel. Ça te donne des émotions que tu n'auras jamais dans le foot. Maintenant, évidemment, à un moment donné, il y a de l'argent à prendre, il faut le prendre. Mais ce n'est pas mon objectif premier. Alors là, pas du tout. Parce que si tu ne vis que pour ça, je crois que d'abord, tu vas être malheureux, parce que tu ne vas jamais atteindre ton objectif. Et puis, tu feras peut-être des choses que tu n'aurais pas fait en temps normal, parce qu'alors, tu vas viser le fric. Et ce n'est pas ça. Moi, je pense que ce n'est pas ça qu'il faut faire. Tu expliquais tout à l'heure l'importance de savoir ce qui se passe dans les clubs. En tant qu'agent, on a quelle relation avec l'entraîneur? J'imagine que ça va être un travail aussi moi, quotidien. Il y a des clubs où j'ai une très bonne relation, franchement. Voilà, il y a un club, pour ne pas le citer, où j'allais souvent voir des entraînements, etc. Et d'office, l'entraîneur venait me voir, venait me serrer la main, il me parlait de mes joueurs, etc. Donc ça, je trouvais ça génial. Maintenant, c'est encore une chose à savoir, c'est que dans un club, c'est l'entraîneur qui décide. C'est pas le directeur sportif, c'est pas le président. Mais en tant qu'agent, est-ce qu'on n'a pas envie un petit peu de dire attention, mon joueur là, il est en forme, je le sens bien, d'un peu influencer, non? Tu sais que si tu fais ça, tu risques peut-être à un moment donné d'abîmer la relation, de la casser. Oui. Parce que l'entraîneur décide, il sait ce qu'il fait. Moi, je préfère que l'entraîneur vienne me voir et me dise, écoute, pour le moment, ton jour, ça ne va pas, parce qu'il a un mauvais langage corporel, il ne s'entraîne pas assez fort. Je préfère ça que moi, je ne vais jamais aller dire, jamais, il faut que tu me le mettes. Non.
Ou alors, je vais trouver le club et je dis, voilà, si vous ne comptez pas dessus, je trouve un plan B. Ça, oui. Mais dire, vous devez absolument le mettre, non. L'entraîneur, il sait ce qu'il fait, c'est son métier. Moi, je ne vais pas lui apprendre son métier. Ça, c'est clair. Donc, avoir une bonne relation avec un entraîneur, oui. M'immiscer dans son travail, non. Moi, je ne l'ai jamais fait. Et je ne le ferai jamais. Parce que si j'étais entraîneur, je n'aimerais pas qu'on vienne se mettre dans mes affaires. Puis, ils sont une équipe, il y a des entraîneurs adjoints. Ils savent, en principe, ils savent ce qu'ils font. Voilà. Et justement, parce qu'on parle des entraîneurs, il y a ce cas de figure un peu particulier, c'est qu'aujourd'hui, les entraîneurs aussi ont des agents. Parfois, c'est le même agent que certains joueurs. Est-ce que ça n'influence pas trop les choix? On sait que si. Mais des fois, ça peut influencer. Il y a eu des cas qui ont été démontrés. On ne va pas se voiler la face. Tu as un exemple Bien sûr, il y a un exemple qui est sorti dans la presse où l'entraîneur... Non, c'était avec l'équipe nationale, ça, où l'entraîneur avait repris le jour une fois pour que la cote du jour monte. Ouais. Et puis, ils l'ont vendu à un club étranger. Ça, dans les clubs aussi, ça se fait. Des joueurs qui jouent peu, et puis on n'a plus grand-chose à jouer, on leur donne des minutes. Lorsque c'est le sélectionneur qui fait ça, ça pose problème quand même, quoi. Moi, quand des parents me téléphonent et me disent « On veut travailler avec vous parce qu'on sait que dans ce club-là, mon fils va jouer plus », je dis non. Là, vous êtes dans le fantasme. Je leur dis, je pourrais leur dire oui, tout à fait, il doit venir avec moi parce que non, pour moi, c'est du fantasme. C'est l'entraîneur qui décide de tout. J'ai une bonne relation avec l'entraîneur, je peux lui demander ce qui ne va pas avec mes joueurs, mais ce n'est pas une forme de lui mettre la pression. C'est qu'est-ce que mon joueur doit faire en plus pour éventuellement entrer dans une sélection, jouer plus, etc. Ça, oui. Malheureusement, on n'a pas des relations avec tous les entraîneurs. Il y a des entraîneurs qui sont très fermés, qui te parlent jamais, qui te disent à peine bonjour. Comment est-ce qu'on fait quand on n'a pas vraiment de solution pour un joueur? On se dit, bon, il est peut-être sur la fin, ça arrive, une fin de carrière, et qu'on a une offre d'un pays, c'est peut-être pas super sexy sur papier, mais c'est potentiellement intéressant financièrement. Ouais, rémunérateur, ouais. Est-ce qu'on peut... comment est-ce qu'on fait pour se dire, allez, je vais l'envoyer là-bas, à l'autre bout du monde, et puis on verra. Est-ce que là, on perd un peu le côté humain ou tous les agents ne le font pas? Je sais pas, je me pose un peu la question de à quel moment on arrive à convaincre en fait un joueur d'aller jouer dans tel ou tel pays en sachant très bien que ça va être peut-être sa fin de carrière. En fait, moi je dis toujours, on ne l'envoie nulle part. C'est le joueur qui prend la dernière décision. Le joueur, généralement, il est adulte à un moment donné, il a un entourage, il a des parents, il sait ce qu'il fait. Moi, je le conseille, je peux lui donner des numéros de téléphone de joueurs qui sont déjà dans ce pays-là. Je viens d'avoir le cas ici au mois de février en Chine. Je crois que le marché fermait le 18. On a travaillé comme des fous avec André Mulemo, qui est un de mes collègues au séjour du Standard, pour un transfert d'un joueur qui habite en Côte d'Ivoire, mais qui était au Mexique. On a travaillé comme des malades. Il avait signé le contrat avec le club, et puis ça ne s'est pas fait parce qu'il manquait un document. Et là, on avait le téléphone d'un joueur qui avait joué en Chine, qui lui expliquait comment ça fonctionnait, que c'était la Super League chinoise, un championnat super intéressant, que s'il mettait des goals parce que c'est un attaquant, il allait gagner, il allait aller dans un autre club très vite. Et voilà, à un moment donné, en plus, vu que maintenant tout s'est mondialisé, on a des applications avec des demandes des clubs au Mexique, au Brésil. Le Brésil devient un pays intéressant. Qui demande des joueurs européens? Alors qu'à tout un temps, c'était plutôt l'inverse. C'était l'inverse. Et puis, tu n'allais pas au Brésil, tu ne savais pas combien tu allais gagner. Maintenant, il y a eu Amouzou d'Anderlecht. Moi, dernièrement, j'ai eu 2 offres pour 2 joueurs de chez Quadrance pour le Brésil. Ils veulent y aller, ils ne veulent pas y aller. Moi, je n'essaye jamais vraiment de convaincre le joueur. Moi, je lui donne des arguments. C'est lui qui doit prendre la décision finale. Parce que si ça ne marche pas, après, ça va nous retomber dessus. Avec les jeunes, c'est pareil. J'ai des jeunes d'Eupen qui pouvaient signer au Standard, mais moi, je ne vis pas avec ces jeunes. Moi, psychologiquement, je ne sais pas comment ils sont dans leur tête chez eux, s'ils sont bien avec papa et maman. Au Standard, il faut que tu changes en général d'école, il faut que tu ailles à l'internat. Donc, moi, je ne veux pas prendre cette décision-là. Ce n'est pas moi qui la prends, jamais. Le joueur décide. Il y a des profils, j'ai l'impression que c'est un peu l'attaquant qui revient souvent, mais il y a des profils qui, globalement, payent mieux en tant qu'agent, sur lesquels... Oui, ça c'est clair, c'est sûr et certain. C'est quoi, c'est les buteurs? L'attaquant, c'est toujours le jour. On en demande dans tous les clubs. Il n'y a pas un mercato où on ne demande pas un neuf dans une équipe. Et c'est toujours le joueur le mieux payé.
Maintenant, il y a d'autres positions. Le latéral gauche, il faut rechercher aussi, on n'a pas des masses. Au niveau des deux défenseurs, les centraux, droite-gauche, gauche un peu plus, mais les défenseurs centraux, on en demande beaucoup, beaucoup. Ça, ce sont des postes, oui, où là, quand tu as un bon, tu es content. Et celui qui est le moins recherché, c'est quoi? C'est le gardien? C'est là qu'il y a le moins de mouvement? Moins recherché, ça dépend un peu des clubs, hein, ça. Ça dépend un peu des clubs, mais généralement, les clubs au niveau des milieux centraux, etc., dans toutes l'épine dorsale, là, c'est peut-être un peu moins recherché, mais on en demande quand même. Donc en tant qu'agent, on a intérêt aussi à essayer de dénicher le bon attaquant, le bon... Ouais, mais moi je ne travaille pas comme ça. J'en ai deux bons, des neufs, de très bons. Mais voilà, c'est un peu par hasard, quoi. Moi, je n'ai pas commencé à faire... non. Moi, je vais voir des matchs, un joueur me plaît, je vais le voir 3-4 fois. Si le joueur me plaît, qu'il joue à n'importe quelle place, sauf gardien de but. Parce que je ne suis pas un spécialisé gardien de but. Et donc tu vas voir 3-4 fois, et puis quand tu lui parles, ou aux parents, j'imagine, s'il est plus jeune? Moi, c'est toujours les parents. Pour les jeunes. Même si on me demande le téléphone des jeunes, je ne parle pas avec de jeunes. Parce que je ne veux pas commencer à le faire rêver ou à lui vendre du rêve, comme on dit. Je veux parler d'abord avec les parents. Avoir une vraie discussion avec les parents pour se rendre compte tous. Mais voilà, moi, le jeune, il faut au moins qu'il aille 15 ans. Avant 15 ans, non. Et donc avec les adultes, c'est la même chose, 3-4 fois, tu vas les voir, et puis là, tu entames la discussion en direct ça, avec voilà, eux. Voilà. Mais les adultes, c'est un peu différent parce qu'ils jouent déjà. Ils connaissent un peu on a mieux. des plateformes. Donc on sait analyser les joueurs, etc. Puis alors on lui donne un coup de fil, on parle. Malheureusement, je suis obligé de faire ce que je détestais faire avant, c'est téléphoner à certains joueurs qui ont peut-être un agent ou pas. Voilà. Mais ma ligne de conduite, c'est que je ne vais jamais dire aux joueurs, laisse tomber ton agent. Si tu es bien avec ton agent, reste avec lui. Maintenant, il faut que tu saches que nous, on a un gros réseau. Tous les agents n'ont pas notre réseau. Hein. Et avoir un réseau, c'est quand même important. Parce qu'on peut toucher vraiment des clubs un peu partout. Et moi, j'ai été un petit agent, donc je sais ce que c'est. Hein. Je n'avais pas de réseau. J'ai essayé de me débrouiller comme je pouvais. Mais quand tu es une agence qui a pignon sur rue et qui a une dimension humaine, moi, je trouve que le jour aura plus facile à avancer. Et maintenant, tout dépend des personnes qui travaillent dans cette agence, hein, encore une fois. Est-ce qu'il y a une frustration parfois quand on sait ou quand on sent ou quand on apprend qu'un club est intéressé par le joueur mais veut travailler avec un agent ou une agence en particulier? C'est des situations que tu as déjà rencontrées, ça? Te dire, tiens, j'ai un joueur que je peux vous amener, mais le club dit, non, nous on ne travaille qu'avec... Moi je n'ai pas vécu, mais des collègues à moi ont vécu ça. Et quand c'est ton joueur, c'est abominable, quoi. C'est abominable, quoi. Donc, il donne un mandat à un autre agent pour que l'agent vende ton joueur, quoi. Tu vas quand même t'y retrouver financièrement, hein, mais ça ne va pas, quoi. Ça ne va pas du tout. En Belgique, il y a quand même des agents qui sont là, même quand ils ne sont pas là. Bien sûr, il y a des clubs qui travaillent de moins en moins, parce que cet agent-là, auquel nous pensons tous les deux, a eu de gros problèmes avec la justice. Mais il est toujours là, et il y a des clubs... tout ce qui sort de chez eux, c'est avec cet agent, quoi. Moi, je trouve pas ça normal. Moi, j'ai déjà proposé des joueurs de Ligue 1, hein, en prêt. En Belgique? En Belgique. J'ai des contacts avec tous les clubs de Ligue 1. Entendons-nous bien, sauf le Real, l'Atlético et le Barça, où j'ai des contacts, mais je travaille pas avec eux. Hein. Mais pas en direct, oui. Il faut... Si, moi je connaissais très bien. Moi, je connaissais très bien Ramon Planes, qui a été directeur du Barça, de l'équipe première, il y a quelques années, mais... Bon, il ne faut pas rêver, quoi. Je n'ai pas des joueurs à lui refiler et prendre des joueurs de l'équipe B, c'est compliqué parce qu'ils sont déjà tous très sollicités. Mais d'autres clubs intéressants, j'ai eu. Et voilà. Et pour finir, on ne prend pas toujours. Et tu vois qu'ils amènent à la place. Et tu te dis, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, c'est pas possible, quoi. Ça veut dire quoi, que les agents ont fini par prendre trop de place? C'est difficile à dire en étant soi-même agent, mais... C'est les agents ou c'est le directeur sportif qui a beaucoup plus d'intérêt à travailler avec A, Y, Z qu'avec toi aussi. Et alors, il y a une frustration. Et des frustrations, quand tu es agent, tu en as énormément. Hein. C'est un quotidien, je vais dire. Tu as énormément de frustration parce que tu as des joueurs qui sont bons, tu les proposes. Et puis alors, le joueur explose 3 ans après. Et voilà, quoi. Et tu te dis, tu te demandes vraiment ce qui se passe. Donc, oui, il y a des agents qui ont du pouvoir, mais je crois quand même maintenant de moins en moins, quand même, comme c'était il y a quelques années où il y avait un agent qui faisait, je sais pas, 3/4 des transferts en Belgique. Il piquait les jours de tout le monde. Je sais pas. On enregistre ce podcast à la mi-mars 2025 et en ce moment au cinéma, il y a un film qui s'appelle Mercato.
Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de le voir. J'ai voulu, mais j'étais à l'étranger ces 15 derniers jours et j'ai voulu aller voir Léo Marty, c'était pas possible. Donc c'est un film avec Jamel Debbouze qui évoque une fin de mercato pour un agent qui est un peu aux abois. Il doit absolument signer un gros coup. Toi, tu expliquais, tu as un autre boulot. Est-ce que à terme, si ça se passe bien, si tu déniches les bons joueurs, tu pourrais abandonner ton boulot principal et n'être qu'agent à temps plein ? Honnêtement, je ne crois pas, parce que d'abord, il ne me reste pas beaucoup d'années à travailler dans l'enseignement. Et j'adore mon métier. Franchement, j'adore mon métier d'éducateur. Je vous dis, on a une super équipe éducative à l'Athénée Royal de Visé. Donc, honnêtement, je ne crois pas. Ou alors, il faudrait que je puisse arrêter de travailler et mon épouse aussi. Et là, on sera un peu sur la même longueur d'onde, etc. Maintenant, nous, on se répartit des tâches avec mon collègue, mais eux voyagent tout le temps. Donc, il faut de la disponibilité. Si tu as 3 semaines de congé annuel et que tu travailles, c'est très compliqué, hein, parce qu'il faut aller faire de la prospection. Si parmi celles et ceux qui nous écoutent, quelqu'un envisage de se lancer comme agent, tu lui dirais que c'est le bon moment ou que peut-être vous êtes un peu trop, que le marché est saturé ? Mais moi, je dirais que de plus en plus, les grosses boîtes étrangères vont venir sur le marché belge. Il y a déjà des boîtes anglaises, etc. Parce que moi, je connais assez bien de jeunes qui signent avec des Anglais. Puis ils reviennent vers nous après, parce qu'ils ne sont pas suivis finalement. Mais je pense qu'à terme, il y aura plus de petites boîtes. Elles vont se faire manger, comme déjà l'Espagne, un énorme pays du foot, où là, les boîtes sont déjà rachetées par d'autres boîtes. Je me dis que nous, il y a des grosses boîtes hollandaises, allemandes, ça va devenir compliqué. À un moment donné, moi franchement, ce n'est pas un métier, si, au niveau de la passion, au niveau du foot, au niveau d'aller voir des matchs, si tu aimes ça, c'est agréable. Moi, je vois du vert, je vois la pelouse, je suis déjà, je vais dire, heureux. Donc, mais il y a tout ce qui est sur le côté, quoi. Les joueurs qui te quittent, la peur que le joueur te quitte, les relations avec les clubs, des fois. On te promet de t'envoyer une offre, le lendemain, elle n'arrive jamais, mais toi, tu en as discuté avec ton joueur. C'est une fameuse frustration. Il faut expliquer à ton joueur. Beaucoup de déceptions à gérer, alors. Il ne faut pas oublier que c'est le gagne-pain du joueur. Moi, je mets toujours ça en avant. C'est son gagne-pain. On doit travailler pour que le joueur ait le plus gros contrat possible, parce que lui, il doit essayer de gagner sa vie à 10-12 ans. Généralement, les joueurs de foot, ils n'ont pas de diplôme, en tout cas supérieur, parce qu'ils n'ont pas le temps. Moi, je vois bien, il y a des joueurs qui essaient quand même de le faire, mais quand tu t'entraînes 2 fois par jour, c'est compliqué. Donc, ils arrivent à 30, 31, 32, 33. Ils ne sont pas tous millionnaires, les joueurs de foot, loin de là. Loin de là. Parce qu'il y a des salaires qui ne sont pas du tout énormes. Hein. Oui, l'après-carrière aussi, ça reste un gros problème. Est-ce que l'agent a un rôle à jouer là-dedans ? Ça dépend peut-être des agents ou des agences. Ça dépend, moi je trouve, un peu de l'entourage du joueur. Si le joueur a ses 2 parents et que voilà, ok, ils ont déjà fait la moitié du travail, mais quand tu t'occupes de joueurs qui n'ont pas de papa, et que tu t'engages, moi j'estime qu'on a une mission. On a une mission, même après carrière. Parce que moi, j'ai pas envie qu'un de mes joueurs me téléphone dans 10 ans et me dise, écoute, je sais pas où aller dormir, je suis clochard, ou... Parce que oui, on gagne un peu de sous, mais on les dépense vite aussi. Quand ils sont jeunes, c'est compliqué. Il y a des jeunes qui n'ont jamais rien eu. Quand ils commencent à bien gagner leur vie, ils dépensent. Et ça, on a beau leur dire, c'est compliqué. Et de toute façon, il y a des joueurs pros qui gagnent moins qu'un salarié normal. Hein. Il faut se le dire, il y a des pros qui gagnent 2-3 000 euros bruts par mois en DEB, et il y en a beaucoup. Donc, c'est pas la poule aux œufs d'or, le foot. Hein. C'est pas la poule aux œufs d'or, ça, il faut se le dire. Merci à Ricardo Fernandez de nous avoir rendu visite à la rédaction. Évidemment, il y a encore beaucoup de choses à dire sur le métier d'agent de joueur. On espère que ce podcast vous a plu. Pour la suite, comme expliqué, ce sera à retrouver dans les colonnes de l'Avenir, sur le site l'avenir.net et dans le journal de ce 20 mars 2025. On évoquera notamment la situation des joueurs régionaux dont Ricardo Fernandez s'occupe. Alors ils évoluent à différents niveaux, mais on parlera de leur situation, de leurs ambitions et peut-être d'éventuels transferts. Une nouvelle fois, merci à Ricardo Fernandez, merci à vous de nous avoir écoutés et à bientôt.